Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouveau podcast. On est toujours le 11 mai 2019, on fait un deuxième podcast cette fois-ci. Alors du coup on va parler de la morale politique vue par Machiavel. Par Michael. Donc tu vas nous parler un peu de ça, je ne sais pas si jamais tu voudras déjà éclaircir quelques points par rapport au titre déjà ou pas. Donc je te laisse commencer. Alors en fait, donc là, le podcast, c'est d'après un ouvrage qui s'appelle Le Prince, de Nicolas Machiavel. Très sommairement, Machiavel, c'est quelqu'un qui a vécu, je crois qu'il est né en 1470, mort en 1530 et quelques. Contemporain de Leonardo da Vinci. Et donc il était en Italie, et il occupé un poste, je ne sais plus trop, dans un ministère ou dans la politique, enfin il avait un poste important. Donc il côtoyait le monde politique et la gestion gouvernementale. Après, il en a été évincé parce que je crois que ses théories, ses propos étaient dérangeantes. Enfin, je n'en sais pas davantage sur l'auteur lui-même, mais en gros, il a occupé un poste important et ça lui a permis d'avoir une vision du monde politique. Machiavel, c'est un petit peu comme Nietzsche que j'ai présenté dans un autre podcast, c'était Nietzsche et la morale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui choque l'opinion publique de premier abord, mais parce que c'est mal compris aussi. Ouais. Nietzsche, je disais qu'on l'assimilait un peu au nazisme, c'est lui qui avait pourvoyé les idées fascistes, alors pas du tout. Déformé un peu. Mais il avait une vision très réaliste du comportement humain finalement. Et de ce qu'il disait sur la morale, c'est un petit peu comme ce que Machiavel dit sur la politique. Machiavel, donc déjà, c'est un mot qu'on entend tout le temps, on dit d'un individu qui est une ordure, qui est un psychopathe ou un tyran. Tiens, celui-ci est vraiment machiavélique. Machiavélique, ça fait surtout le mec vicieux, quoi. Il a des plans bien voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je vais tout de suite mettre une terminologie. Moi, je vais proposer une vision politique machiavélienne et non pas machiavélique. Ouais. La nuance, c'est une nuance qui est énorme en fait. C'est ça. Machiavel, en gros, voilà, il présente une façon de penser la politique qui se veut la plus réaliste et la plus efficace pour que le monde fonctionne. C'est ça son concept. Lui, il part du principe que les humains, dans le podcast qui a été fait précédemment, tu parlais un petit peu je ne sais plus le nom de l'auteur qui parlait de cadre un peu éducatif. C'était Averroès. Averroès, voilà. Que l'homme a besoin de ça pour pouvoir... Pas pour suivre un chemin correct. S'il est totalement libre, en fait, il fait un peu n'importe quoi. C'est ça, comme un enfant. Et Machiavel, donc il y a ça, mais il y a l'idée, et c'est ça qui est intéressant aussi, il y a l'idée que l'homme, tout seul, réagit trop tard face aux événements. Ouais. Là, par exemple, on est à une époque où on parle de l'écologie, de problèmes de réchauffement climatique, pollution, tout ça. Une fois que le problème est bien installé. On attend que le feu soit nettement déclenché avant d'éteindre la première étincelle. C'est un peu ça. Ouais. En gros, l'homme, c'est l'homme avec un grand H, c'est l'humanité. N'est pas forcément apte à se gérer lui-même. Il n'a pas cette maturité, cette prudence qui lui permet de faire ce qu'il faut pour que la société avance. L'homme, c'est pas un individu tout seul, c'est un groupe. On peut exister, toi tu peux exister, moi aussi, et subvenir à nos besoins parce qu'on est dans un groupe. Donc le groupe nous apporte à nous en tant qu'individu et nous, on agit sur le groupe. Tout seul, on n'est rien, et un groupe, c'est des unités mises ensemble qui forment une société. Et Machiavel, voilà, il pense que l'humain n'a pas cette aptitude, pour la plupart d'entre eux, à gérer de façon responsable des problématiques très diverses. Ça peut être des problématiques liées à des ressources naturelles, ça peut être des problématiques économiques, des tensions culturelles. Enfin, ce qu'il a écrit à son époque, ce schéma marche complètement maintenant. C'est tout à fait actuel. Oui. Donc lui, en fait, quand on parle de Machiavel, par déformation de son propos, de sa théorie, on pense à quelqu'un, donc comme tu disais, qui tire les ficelles, qui manipule, qui détourne de l'argent, qui fait faire des choses. C'est le politicien corrompu. Ouais. Alors quand aujourd'hui on parle politique, rien que le mot donne des allergies un petit peu. Tout de suite on associe des magouilles, des pots de vin, de la désinformation. C'est ça. À raison. De l'intox, etc. À raison. Et ce qu'il faut comprendre, Machiavel, dans tout ce que je dis sur Machiavel,
on part dans l'idée qu'il existe une politique bonne, honnête. On ne parle pas de la corruption. Le prince, donc lui prend l'image du prince qui est un souverain, qui gère un peuple, voilà. Le prince, on part du principe qu'il est animé de bonnes intentions, qu'il a envie de faire que son peuple avance. Et qu'est-ce qu'il va faire pour que son peuple avance? Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Machiavel il défend pas les coups tordus, il défend pas les assassinats commandités, les guerres provoquées. C'est pas comme ça. Ce qu'il va dire, c'est que s'il s'avère nécessaire de faire tuer des gens, de créer des guerres, d'opprimer certaines personnes, dans le but de faire avancer la société, alors malheureusement il faut le faire. La nuance, elle est fine. Si tu veux, la frontière entre ce que je viens de dire et une corruption délibérée, elle est fine. Elle est étroite, mais elle existe. Du coup, lui, c'est quelqu'un qui serait prêt limite à salir les mains pour une grande cause. C'est-à-dire que, vu la diversité des gens qui existent, la diversité, elle est sous plein de formes, au-delà des métiers, des classes sociales, tout ça, bien que les classes sociales soient importantes, mais même au niveau des individus, les intérêts personnels, les envies de chacun, les ambitions de chacun, tout ça, ça a de l'impact sur la société. Et une démocratie excessive, en fait, va tuer le pays. Alors, on n'est pas en train de dire, donc il faut une dictature légitimée. Tu vois, c'est des philosophes qui sont intéressants parce qu'on a vite fait de basculer. Les mots ont un sens, la nuance, elle n'est pas énorme, mais elle existe, j'essaie de la faire valoir. On va prendre le champ de notre pays, parce que nous, on est un pays entouré, on est 180 pays à peu près dans le monde. Donc, sur l'image d'un pays, pour que tout ce qui se passe à l'intérieur, pour que chacun puisse vivre le mieux possible, ça veut dire qu'il y a des compromis. T'as jamais le salaire que tu veux, t'as jamais le mode de vie que tu veux, le pouvoir d'achat. Mais comment on fait pour réguler, pour que chacun puisse y trouver quelque chose? Ça implique que, à la fois au niveau de l'argent, au niveau aujourd'hui, ça serait les infrastructures, les moyens de transport, Internet, tout ce qui existe en termes de technologie matérielle pour faire fonctionner le monde, donc même au niveau d'un pays. Il y a également, il y a les technologies, mais il y a également tout cet univers moral et culturel pour tenir les gens. Si tu n'as pas le prince, il sera amené à faire des choix difficiles. Il sera amené à sacrifier. Il y a un dicton qui dit choisir, c'est sacrifier. Il y a un peu de vrai. Toi, quand tu es à l'école et tu choisis deux métiers qui t'intéressent, une formation là ou alors tel métier, à partir du moment où tu prends une direction, t'en laisses une autre. C'est ça, tu peux pas tout faire à chaque fois, c'est pas possible. Dans la vie, tu es pris d'amour pour deux superbes femmes et tu vas en choisir une. À moins qu'elles soient d'accord pour que toi t'aies les deux, ça m'étonnerait. Et après, on comprend que si je choisis quelque chose, c'est que je perds autre chose. C'est ça. Et on dit bien, gagner quelque chose, c'est perdre autre chose, et vice versa. Il y a des phrases dans le langage courant, des expressions populaires qui disent un peu finalement Machiavel. Le prince sera amené à faire des choix difficiles. Il sera amené, encore une fois, on part du principe qu'il est là pour son peuple. Il est sincère, il ne le fait pas par corruption personnelle. Ça va s'ajouter le problème. D'accord? Il a envie de donner toutes les cartes en main à son pays. Pour arriver à ça, comme on dit aussi l'expression, dans la vie, des fois, on est obligé de faire du mal aux gens qu'on aime. Des couples qui se divorcent, des fois on casse des choses, on casse des ponts, on coupe les ponts. Lui, il va devoir faire ça au niveau d'un pays. Ça veut dire qu'il va y avoir des opprimés, il va y avoir des laissés pour compte, des gens qui sont laissés au bord de la route. T'imagines un bateau qui menace de couler. Les risques sont encore un peu loin, on essaye de se rapprocher des terres pour sauver tout le monde, mais c'est l'idée que, je sais pas, il y a 200 personnes sur le bateau. Malheureusement, si 200 personnes en restent, le bateau va couler avant d'arriver sur les berges. Donc tout le monde meurt. Et donc, par contre, si on enlève 40 personnes, on peut survivre. Qu'est-ce qu'on fait? Faire un sacrifice de 40 personnes. Ça, c'est complètement une question machiavélienne. Machiavélienne, d'accord? C'est une question, et tu as des expériences psychologiques qui ont été faites comme ça. On demandait aux gens, alors ce sont des expériences truquées bien sûr, mais la personne qui passe le test ne sait pas.
Et on disait par exemple, par simulation, hein, par internet, je ne sais pas comment ils font maintenant par ordinateur, mais l'expérience moderne, ça serait, tu as le pouvoir de choisir. Tu es derrière des caméras, tu vois la ville, comment ça se passe. Ouais. Caméra de surveillance. Tu vois qu'ici, par exemple, il y a un accident qui se prépare. Je sais pas, tu as un groupe d'enfants qui traverse et tu as un poids lourd qui freine pas. De l'autre côté, je sais pas, t'as deux ouvriers sur un échafaudage et qui sont sur le point de se casser la figure. Ouais. Ils sont pas relâchés comme il faut, ils sont pas encordés, ils vont tomber. Pour X raisons, je sais plus comment ils mettent en place tous les détails d'expérience, mais tu peux pas sauver tout le monde. Normalement, qu'est-ce que tu vas faire toi? Mais là, tu as 3 secondes pour prendre une décision. Tu as 2 ouvriers qui vont se casser la figure, mais là, tu as 10 enfants qui vont se faire faucher par un polo. Bah, tu as tout de suite les enfants. Voilà. D'un seul coup, paf, tu sauves les enfants. Ouais. Mais du coup, tu n'as pas pu faire. Indirectement, il y a deux morts. Oui, ouais. Voilà. C'est complètement machiavélien, ça. Sauf que là, j'ai pris 2 ouvriers, 10 enfants. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on est 6 milliards sur Terre. Ouais. Tu adaptes ces chiffres à une proportion de 6 milliards d'individus. Donc je ne suis pas en train de dire, parce que c'est là où l'interprétation encore elle arrive, il faut qu'il y ait des gens qui crèvent de faim pour que d'autres mangent bien. Nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde et des gens qui mangent comme 15. Ouais. D'accord? Voilà. Mais ça, c'est la corruption déjà. En enlevant la corruption, si on veut que 6 milliards d'individus autour du globe vivent bien, quelque part, c'est pas possible. Il y a forcément des formes de sacrifice. Il y a des gens qui vont devoir vivre pauvrement, d'autres qui vont vivre de façon plus riche. Le riche, ah oui, mais s'il a l'argent, c'est parce qu'il se fait l'argent sur des pauvres. Mais ce riche, le problème, c'est que aussi, et je ne prends aucune défense, hein, je explique juste un concept. Hein. Ce riche, et Karl Marx le disait aussi, il va faire vivre des gens. Il va financer des entreprises. Ouais. Il va créer l'emploi. Par la publicité, par des tas d'innovations, il sera peut-être le mécène d'un mec qui n'a rien financièrement, mais qui peut monter, monnayant un coup de pouce financier. Ouais. Il sera peut-être le mécène de ce mec-là. Donc ce riche, il a créé l'emploi, il a aidé les gens, mais indirectement, il en a tué d'autres, symboliquement parlant. Quand on a des grands travaux faits en ville, on a des rues qui sont, par exemple, qui étaient des boulevards, circulation automobile avec parking du coup des commerces également. Et puis un jour, on a fait des gros travaux pour faire passer le tramway. Ouais. Bon, il y a plein de commerces qui ont coulé en fait. Alors, la mairie, tout ça, propose de dédommager un petit peu les riverains ou les commerçants, mais en général, ça ne remplace pas ce qu'ils ont perdu. Ouais. C'est un sacrifice machiavélien. Ça veut dire qu'on est tous contents pour le tramway. On va d'un point A à un point B. Le tramway, en plus à Lyon, là, il y a quand même une très large zone desservie par la TCL, notamment le tramway. Quand ça a été construit, ça, ben ouais, ça a tué l'emploi et ça a fait démolir des maisons. Ouais. Quand on est passé au niveau de l'histoire de l'humanité, aux différentes ères comme l'ère industrielle, avec le charbon, le pétrole, tout ça, donc après des machines à vapeur, après le carburant, après l'électricité. Il y a à la fois des innovations, on a créé l'emploi, on a fait proliférer des tas de métiers, on a fait construire des villes, tout ça, mais on a tué nos emplois. Oui. C'est-à-dire que le mec qui louait ses chevaux comme cocher, par exemple, pour le taxi, c'était un cheval. Oui, oui, bien sûr, ouais. Bon, ils n'ont pas eu l'emploi. Bah oui, bah forcément, ça c'est... Voilà. T'es obligé de passer par là, quoi, c'est le changement. Complètement machiavélien. Ouais. Machiavel dit, si tu veux, et c'est le but, évoluer, si tu veux augmenter ton confort et ta sécurité de vie en général, tu passes par des choix machiavéliens. Là, ça paraît pas trop sordide. Tu dis, bon, bah ouais, des commerces qui ferment tout, c'est embêtant pour les commerçants. Ouais. Bon. Mais quand on a des morts sur la conscience, bah, ça a un autre niveau. Et le problème, ce serait un petit peu comme une prise d'otage, à un moment donné. Il y a la police spécialisée pour ça, le RAID ou la GIGN, tu vois. Et je sais pas, il y a un mec qui a pris en otage 20 personnes. Pour X raisons, hein. Le gars, il y a un des policiers qui peut avoir en joue, il est sniper, il arrive à avoir l'un des malfrats. Mais il dit voilà, si je tue, son collègue va commencer à tuer les otages. Ouais. Donc,
on peut arrêter les malfrats, mais sur 20 personnes, vous aurez 5 morts. Ouais, ça peut, voilà. Après avoir des dégâts collatéraux. Le dommage collatéral, pour Machiavel, il n'est pas seulement un risque potentiel, il est inévitable. Il y a un moment donné où tu fais des choix. Nous, à notre niveau, on va acheter une paire de pompes à Decathlon, on va acheter, je sais pas, on commande sur Internet, sur des sites, plein de choses, hein. La téléphonie, Internet, ce qu'on veut, des ordinateurs. Mais c'est fabriqué, par exemple, en Chine. Entre autres, on sait que pendant des années, les Chinois étaient sous-payés, il y avait des usines où tu avais des conditions de vie absolument déplorables, le droit du travail, on ne savait même pas ce que c'était. Bon. Pour faire un téléphone, il faut utiliser des ressources naturelles, des métaux rares, des choses. Bon, alors voilà, on a notre téléphone, on vit un monde moderne, mais ça implique qu'on ait fait de la déforestation, qu'on ait eu des mecs sous-payés, qu'on ait eu des endroits, des terrains géologiques peut-être dévastés des fois. D'accord. En fait, on peut dire maintenant, ah ouais, mais il fallait faire autrement. Enfin, en fait, pour Machiavel, non. La réalité, c'est que si tu veux, et tu essaies toujours d'évoluer et d'augmenter ton confort de vie, ton territoire, ça veut dire qu'il faut tout casser. C'est pas ce qu'il dit, attention non plus. Mais il y aura des dommages collatéraux inévitables. Il y a un pourcentage de dommages collatéraux inévitables. C'est ça Machiavel. Mais du coup, là, ça m'amène à quelque chose, une fois, c'est bien. Ça me fait penser à une histoire. En fait, on parlait du Japon. Alors, le Japon, c'est un pays qui est sismique, qui est vraiment instable. Il y a des tsunamis. Et voilà, c'est toute l'île qui est dangereuse, quoi. Hein. C'est pas des pays d'Europe. Et encore, il y en a qui sont plus ou moins dangereux. Mais je disais, en fait, je me disais, déjà les centrales nucléaires en soi, c'est super dangereux. C'est déjà super dangereux. Et du coup, ils en ont, les Japonais, des centrales nucléaires. Et moi, j'avais dit à un pote à moi, mais tu t'imagines, je lui dis, oh les gars, ils ont un pays, mais c'est super instable au niveau géologique et tout. Je lui ai dit, mais tu t'imagines, les gars, ils se sont dit, on va faire des centrales nucléaires ici. Vraiment, s'il y a bien des endroits où j'en ferai pas, ça aurait été sûrement là-bas, mais ils l'ont fait quand même. Et je lui dis, mais ils sont fous quand même. Et je dis, ouais, c'est super bien quadrillé, puisqu'on a vu comment ils ont fait à Fukushima, c'est de la folie. Les gars, ils ont fait un truc vraiment exceptionnel, d'accord. Bon, n'empêche qu'il y a eu plein de morts. Et je lui dis, ce pays-là, pour moi, déjà, les autres pays, le nucléaire, c'est de la folie. Parce que non seulement c'est dangereux, non seulement il y a des déchets nucléaires qui seront là dans des milliers d'années. Tout ça, c'est un leg pour les gens qui viendront après nous. Donc super leg, hein, super beau. Et du coup, je dis, mais les Japonais, un pote à moi, il me dit, ouais, mais bon, ils étaient obligés, parce que si jamais ils n'avaient pas fait ça, ils se seraient quelque part mis en retard par rapport aux pays occidentaux, tu vois. Mais ça, ils étaient obligés, ils avaient besoin d'électricité, ils avaient besoin de machin. Et ben moi, je lui dis non, ils n'étaient pas obligés. Je dis, ils n'étaient pas obligés, parce que ce qu'ils ont fait, c'est prendre un énorme risque, un risque même limite de faire même péter le pays en entier et contaminer la Chine à côté. Je lui dis, pourquoi ? Pour être au niveau technologique des autres. Je lui dis, pour moi, ils auraient pu l'éviter, ils n'auraient pas été le pays numéro 2 du monde pendant tant d'années, c'est sûr et certain. Je dis, mais pour moi, le sacrifice, il est dans l'autre sens. Mais c'est même pas technologique, ça. Oui, technologique, mais du coup, et c'est une question qui se pose, ça, au niveau des technologies, au niveau mondial. Cette question, on l'entend par rapport aux entreprises françaises. Ce qu'on appelle les GAFA, tu sais, c'est les grands multinationales qui sont au sommet de l'économie. Ils en ont, hein. Ils ont Sony, il y a Google, il y a Amazon. Je veux dire, les Japonais, ils en ont des grosses, quoi. Mais ça veut dire, en France, cette question se pose. Sans pas nucléaire, mais la question de dire, et si on n'est pas au top, si on n'est pas dans la course, on va finir largué. Et économiquement, ça aura des conséquences. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de prendre le mauvais parti, de faire l'avocat du diable. Il s'agit de comprendre tous les enjeux, parce que souvent, on fait un peu la morale. On est d'accord, moi aussi, je ne suis pas pour le nucléaire, je sais les effets que ça peut avoir. Mais on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, malheureusement, avec tout un tas de mise en place, entre autres de centrales nucléaires, mais des tas de choses qui ont eu des conséquences. Tchernobyl, hein. Voilà. Et qui font ce que l'on est aujourd'hui. Donc maintenant, on prend conscience de certaines choses, on dit, mais comment on peut faire autrement ? Tu peux me dire, tiens, les téléphones portables, tout ça, bon, au pire, on peut s'en passer, on vit
Avant, on n'avait pas de téléphone portable, on Internet, tout ça. Mais si je veux être un peu emmerdeur, je vais dire par exemple, ouais, c'est vrai. Mais par exemple, si aujourd'hui tu as une maladie grave, ou une tumeur qui est mal placée, tout ça, en plein centre du cerveau, c'est inaccessible à la base. Mais tu as des machines ultra modernes qui sont comme un téléphone portable puissance 100 et qui va toper avec le robot et te retire la tumeur. Donc ça veut dire, c'est là la question de piège. Est-ce que tu es prêt à ce que, en gros, dans l'exemple que je te sors, à mourir de ta tumeur, mais en contrepartie, on n'aura pas extrait des métaux rares pour faire le robot ultra moderne, tout ça qui va t'opérer. Tu vois les questions pièges? Je suis sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Et encore, c'est très simpliste. Hein. Ouais. Machiavel, parce que son bouquin, il est... Moi, j'ai eu un très très gros bouquin de lui, donc il y a Le Prince et d'autres de ses œuvres. Ces philosophes, tu peux les lire 4 à 5 fois pour dire je les maîtrise. Hein, parce que lui, il prend des tas d'exemples de son époque, des guerres, des conflits. Il faut voir, c'est très nourri, c'est très fourni. Karl Marx, quand il parle de la société capitaliste, nous on va le résumer peut-être en un petit podcast, mais Karl Marx, c'est 3 pavés comme ça. Je m'y suis attelé, donc c'est super intéressant, mais c'est très fourni, très technique. C'est des gens qui ont la bouteille. Voilà. Bon, ils te montrent, et ils amènent une théorie, et ils te la démontrent de la façon la plus exhaustive possible. Mais effectivement, c'est très compliqué de trancher. Et tout à l'heure, tu parles de tes podcasts, donc pour revenir à cette question du cadre par rapport à la religion, canaliser les personnes, et par exemple, on fait passer un message par une phrase dans la Bible, par exemple, qui va être comprise peut-être de façon trop littérale et pas au second degré. Mais des gens ne sont pas prêts à entendre la version au second degré, peut-être. Exactement. Et donc, les lois, la politique, les lois, c'est pas... Enfin, l'un va pas sans l'autre. Et là, je glisse d'autres philosophes dans mon propos. Je parle par exemple de Spinoza. Spinoza, sa vision des lois, c'est qu'elles sont nécessaires parce que les hommes ne sont pas prêts à vivre en communauté et de façon humaniste s'il n'y a pas des interdits. Spinoza, c'est pareil. Dans ce que je dis là, je ne parle pas des lois corrompues. Je vais venir à ça. Là, je reste dans quelque chose d'honnête. La bonne intention. La bonne intention. On a quelqu'un comme Montesquieu qui a écrit un gros livre aussi sur les lois. Montesquieu, donc lui, il est croyant, donc il parle des lois humaines et il fait un parallèle avec Dieu. C'est une époque, l'époque de Montesquieu, c'est comme l'époque de Leibniz. Il y a eu avant, bien sûr, mais c'est une grande époque où on se dit, attends, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a Dieu, infiniment bon, puissant, infiniment beau, enfin, humain, etc. Pardon, pas humain, mais divin. Qui a créé le monde, mais il se passe des choses atroces. Et notamment Leibniz, il a essayé de montrer comment on peut concilier les deux. Il y a un moment donné, il y a un truc, il dit, attends, ça va pas, il se passe tout ça, toutes ces ordureries, ça coince. Contradictoire. Bon, lui, il a développé une théorie de Dieu par rapport à ça, qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'est pas un Dieu biblique. Hein. Je vais pas rentrer en détail, mais avec la théorie des monades, tout ça, mais c'est un... En gros, que le monde est ce qu'il peut être de mieux. Voilà. Et Montesquieu, il a un peu cet ordre d'idée-là, avec un Dieu. Lui, son idée, c'est la justice. Moi, je te dirais, elle est créée par l'homme. Moi, je dis toujours, la nature, elle est amorale. Lui, il me contredirait, il dirait, non, la justice, elle existe avant l'homme. Une justice absolue, indépendamment du relativisme. La justice selon toi, selon moi, non. Une vraie justice, elle existe. Universelle. C'est un peu comme Spinoza, mais une petite différence. Donc Spinoza, comme on l'a dit, s'il n'y a pas un gendarme qui régule la circulation, les mecs ils font n'importe quoi sur la route. C'est Spinoza. Montesquieu, et ça c'est un pro de philo qui prenait cette métaphore, donc je vais la ressortir. Montesquieu, il existe une justice absolue, donc créée par Dieu, et Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est un peu comme c'est un bateau, et il y a un capitaine à bord. Et le capitaine dirige mal le bateau. En fait... Le capitaine, qui serait le capitaine? Le capitaine, ce n'est plus Dieu. Les dirigeants? C'est les humains. Voilà. C'est-à-dire que dans cette idée-là, Dieu a créé les hommes, mais pour leur donner une vie agréable, enfin une vie à vivre bien, une belle vie, il faut qu'ils aient une liberté. Il faut qu'ils aient des choix. Pour qu'ils aient des choix,
ça sous-entend que Dieu doit se retirer des affaires humaines. Voilà. Parce que s'il corrige tous les défauts, il n'y a pas de liberté. Voilà. Donc cette liberté suppose que des hommes vont faire des conneries. Forcément. Et les lois que les hommes vont créer entre eux pour se gérer sont imparfaites. Ce n'est plus les lois, elles permettent à la société de bien vivre. Il y a ça, mais les lois elles-mêmes sont imparfaites. Il y a eu une époque où un noir c'était un esclave. Ouais. Un noir n'était pas considéré comme un humain. Tu pouvais tuer un noir, tu n'avais pas. Bon, c'était un esclave. Si c'était un c'est un animal, c'est rien. Tu vois le truc? Ouais. Les lois permettaient ça. Donc les lois sont imparfaites. Ouais, bien sûr. Donc Montesquieu, de ce côté-là, il est plus précis que Spinoza et dit oui, les hommes ont besoin d'un cadre, mais ils se sont créés ce cadre-là qui est lui-même imparfait. Ouais. Et Dieu s'est retiré des affaires humaines parce que si il gère tout, tu n'es pas libre. Et pour que tu aies une liberté, pour que tu aies une liberté d'action, ça présuppose que tu puisses faire des mauvaises actions. Bah forcément, forcément. Donc non seulement ça veut dire qu'il y aura des honnêtes gens et des bandits, mais ça veut dire que les lois que tu vas mettre en place, même en étant bien intentionnées, elles ne sont pas parfaites. C'est des lois que toi tu vas imaginer. Quel serait le meilleur des mondes selon David? Mais le meilleur des mondes selon David n'est pas un monde parfait. Ou selon moi ou n'importe qui. Donc maintenant, on revient à Machiavel. Voilà, Machiavel, l'idée d'un souverain qui gère un pays, quand bien même il serait animé des meilleures intentions, il y a toutes ces contraintes, et bien d'autres, qui font qu'il ne pourra pas prétendre gérer le pays sans qu'il y ait la casse. Il y avait un personnage important du GIGN qui disait « Notre point d'honneur quand on est appelé pour une intervention, on a toujours en tête d'essayer qu'il y ait zéro victime. » Donc zéro victime, par exemple, les otages. Mais si on peut ne pas tuer les ravisseurs, c'est mieux. Ouais. Mais ça, c'est un idéal qu'on essaye d'atteindre. Ouais. Des fois ça marche. Des fois non. Mais des fois non. Donc voilà, maintenant, tout ça, et encore une fois, donc le prince, c'est le président aujourd'hui, ça serait, voilà, ou un chef d'entreprise par rapport à son entreprise. Un chef d'entreprise, comment dire, quand il gère les employés, au-delà du travail technique, il y a l'aspect relationnel, il y a l'aspect management, moral aussi. Est-ce que tu as la compassion pour tes employés? Donc on part du principe qu'il y a un bon patron, d'accord? Tu ne peux pas tout permettre à tes employés, mais tu ne peux pas te montrer tyrannique. Si tu veux que les mecs ils fassent avancer ta boîte, c'est pas d'appliquer la méthode ancienne, c'est un coup de fouet, c'est fini ça. On a eu des grands courants de pensée dans l'économie, dans le monde de l'usine. Par exemple, le Fordisme, le Taylorisme, c'était des mouvements de pensée. À un moment donné, on disait l'ouvrier, au début, il fait qu'une tâche, il sait tout le temps. L'autre en face fait une autre tâche, tout le temps la même. Ouais. Et on produit des voitures en série comme ça. Au bout d'un moment, on dit attends, là, pour l'instant, qu'on aura des soucis parce que les mecs, ils pètent les plombs, ça les rend dingue de faire ça. Bon. Donc, on va rendre les ouvriers multitâches pour varier les postes. Un jour t'es là, demain t'es là-bas. Ouais. Donc, si moralement t'es mieux, pour la production c'est mieux. Bien sûr. Donc toi qui es patron, qui fait du business, tu vends plus de voitures en meilleur état. C'est ça. La prohibition, c'était interdit l'alcool dans les années 20. C'est pas par philanthropie. C'est pas pour dire ah non mais l'alcool vous désinguez la santé. Ouais. C'est que les mecs qui sortaient la guerre de 14, la guerre était finie, tout le monde faisait la java. On buvait, machin, c'est la fête. Sauf que les mecs, ils arrivaient dans les unes à la gueule de bois. Ben ouais. Donc pas productif. Voilà. Donc on a mis en place la prohibition pour éviter que les gens soient sous-productifs. Ouais. La prohibition, après, ça a amené de la corruption. Ah oui, parce qu'il y avait des mecs qui... Donc Machiavel, voilà. Machiavel, il s'arrête à « j'interdis l'alcool parce que je vois que les mecs ils se mettent minables ». Ouais. La corruption, c'est le choix d'autres individus. On peut avoir un gouverneur corrompu. On sait qu'en général en politique, c'est voilà. Mais ce n'est pas, comment dire, la règle d'or de Machiavel, loin de là. Il faut bien faire la différence. On a eu le Fordisme, le Taylorisme, ce qui étaient les modes de production. Et aujourd'hui, et ça amène un fléau autre, l'idée du management, c'est de dire à l'employé, on est une famille. C'est pas je suis ton boss, toi t'es une merde. On est une famille, on a un groupe.
Voilà, on est fort, on se serre les coudes, on se tient la main, on avance ensemble. On est une famille. Donc, mon entreprise, moi je suis patron, toi tu es salarié de mon entreprise, mais c'est ta boîte aussi. Ouais. Je te véhicule cette idée. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui vas te mettre la pression et qui peut des fois dérailler. C'est plus moi qui te martyrise au boulot. Je vais faire en sorte que toi, tu te martyrises tout seul. Oui, puisque je me sens concerné. Voilà. Donc forcément, j'ai une certaine pression puisque je fais partie du maillon de la chaîne. Donc là, on est sur l'aspect la dérive. Mais au départ, l'idée de dire on est une famille, ça part du bon. Bien sûr. Si je veux gérer intelligemment mes employés, il y a toi, vous n'avez, je sais pas, j'ai une boîte et vous êtes 15. Il y a un règlement intérieur, logique, mais il faut que je sache avoir de la souplesse. Et que si je te donne pas un petit passe-droit de temps en temps, si j'ai plus de corde à mon arc à donner, les mecs en face ils vont pas me répondre. Ouais. Il faut que je sois intelligent. Il y a des horaires d'arrivée, des heures de départ. T'as été un peu en retard, machin, bon. Allez, si je suis pas con, je ferme les yeux. Ouais. Par contre, si à un moment donné il faut filer un coup de bourre et faire 10 minutes de plus, bah tu les feras. Exactement. Flexible. Alors que si moi je te casse les pieds, oh David, tu déconnes ou quoi? Ça fait 10 minutes que t'es en retard là. Machin. Et puis à un moment donné, je te vais faire du rat, machin. Alors, ou tu vas l'avoir mauvaise, putain, le patron il se venge. Ouais. Ou alors, autre cas de figure, tu veux partir 10 minutes avant. Ou plutôt t'essayes, je sais pas, c'est bon, j'ai fini. Ah David, il faut finir quand même le boulot. Ouais. Tu te rappelles, le jour où tu arrivé en retard, bon ça peut arriver, tu m'en l'appareil quoi. Ok? Ça, c'est de la gestion machiavélienne. Pas machiavélique. Ouais. Machiavélique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, David, on est une famille, et tu fais partie de la boîte, c'est de la maison. Il y a un boulot à faire, je t'aimerais bien, tu vas te donner le paquet quoi. Les temps sont durs, on approche des fêtes de Noël, les enfants, tout ça. Voilà, te faire croire, comment dire, te faire sentir bien concerné et te mettre une pression en fait. Ouais. Ça, c'est du machiavélisme. Ouais. Voilà. Donc la corruption, quand on parle de politique, on parle de corruption, on parle d'arrangement entre les États, on parle de pots de vin, on parle de magouilles. Les guerres, toi tu as fait un podcast où tu parlais des guerres orchestrées, notamment qui est à la contre-sens de ce que les médias peuvent nous vendre couramment. Ça. Bon, dans ce que tu disais, il y a deux choses à distinguer. Il y a malheureusement du machiavélisme et de la politique machiavélienne. Ouais. Ce n'est pas que machiavélique malheureusement. C'est Napoléon qui disait il y a des guerres justes mais pas de bonnes guerres. Ouais. On entend ce qu'on veut, Napoléon c'est un conquérant, tout ça. Voilà. Mais la phrase, elle mérite d'être étudiée, elle est vraie. Il y a des guerres justes mais pas de bonnes guerres. Il y a une phrase aussi qui dit si tu ne veux pas qu'on te fasse la guerre, défends-toi. Donc en fait, ça sous-entend dans un monde d'humains, même dans la politique, tu es amené à faire des coups durs pour assurer un peu ta place. Sans être quelqu'un de mauvais. Ouais. Je sais pas, tu prépares un concours, je sais pas, tu es à la fac et il y a un examen de sélection à la fin d'année, bon. Vous êtes, je sais pas, 50 étudiants et puis il y en a 10 qui vont entrer dans la classe finale. À un moment donné, c'est le concours. Donc, on ne te demande pas de falsifier les sujets pour les autres ou de creuser les pneus de sa voiture pour pas qu'ils puissent aller le jour de l'examen. Ça, c'est la corruption. Ouais. Mais, ça, c'est machiavélique. Ouais. Mais si tu es machiavélien, tu es peut-être tombé sur un super bouquin. Tu as l'impression que tout est résumé sur le sujet en question. Putain, je sais pas, tu fais des études d'histoire et puis voilà, tu vas être intégré sur le Moyen-Âge et puis tu as un bouquin qui est hyper synthétique qui te donne les éléments clés. Ben, tu vas pas prêter à tes potes. Ouais. C'est machiavélien. Ça. Ouais. Donc, ouais, attends, David, t'as fait ça. Le côté vicieux en moins. Voilà. Juste, ok, bon, moi je veux quand même y aller, je sais que je peux mettre des choses de côté, je veux le faire. Dans le sport, c'est très connu ça. Dans le sport, quand il y a les caméras, on utilise beaucoup les caméras pour dire au tennis, tiens, attends, là-bas, je crois qu'elle est tombée sur la ligne, machin. Ça va vite au tennis. Hein. Ouais. Donc le juge n'a pas forcément le temps de voir, mais on peut demander à voir avec le film. Ouais. Admettons que le tennisman, l'autre en face, c'est un dur à cuire. Nous, on s'affronte, voilà. Tu me fais la tordre. Je commence à accrocher les poumons. Putain, le mec, j'arrive pas à le faire tomber. À un moment donné, paf, ah mais attendez, je crois qu'elle va tomber là. Il va chercher le truc qui Les 5 minutes qu'on va perdre pour voir si effectivement la balle est dessus ou pas, c'est 5 minutes pour lesquelles moi je reprends mon souffle. Ouais. À la boxe, quand tu prends un KO,
tu as 10 secondes pour te relever avant que tu aies forfait. Voilà, ouais. Bon, il y a beaucoup de mecs qui ont pris une pêche, ils peuvent se relever au bout de 2 secondes, 3 secondes. Ouais. Ils attendent 8 secondes. Mais oui. 8 secondes. Mais quand tu fais un match de boxe, 8 secondes de répit, c'est beaucoup. Ouais. C'est un sport. Bien sûr. Voilà. Donc, là, c'est pas machiavélique, c'est machiavélien. Ouais. Machiavélique, en boxe, hop, je te fais en tourner les parties. Exactement, c'est plus la même chose. Donc, c'est super intéressant ces philosophes parce qu'ils amènent des choses qui à la fois dérangent l'opinion quand même, mais on est forcé de se rendre en évidence, c'est super réaliste. Même si on n'aime pas, Nietzsche, il s'est fait des ennemis par rapport à ça. J'ai fait un podcast sur sa vision des faibles, qu'est-ce que le faible, qu'est-ce que la morale, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est pas Machiavel, c'est pas Dieu le Père Tout-Puissant, mais il amène un concept, et Machiavel il dérange deux catégories de personnes. Le problème, il dérange ceux d'en bas et ceux d'en haut. Ceux d'en bas, parce que il fait on a l'impression qu'il cautionne des coups tordus de la politique. Et ceux d'en haut, parce que ceux qui voudraient pouvoir passer l'image je suis un mec propre, je suis un mec bien, je suis votre souverain, je suis là pour vous, et si je suis corrompu, machin, en fait, en prétendant que je fais les choses pour le peuple, il dit que je suis prêt à faire des sales coups. Ouais. Donc il dénonce la part en moi que je ne veux pas vous montrer, en tant que souverain. Ouais. Donc sa théorie, elle peut plaire aux deux parties, tout comme elle peut les déranger. Voilà, c'est ça Machiavel. Ouais. Donc on peut prendre des tas d'événements politiques actuels ou des guerres, et dans ces guerres, des événements pris au détail comme ça, qu'on essaiera de ranger dans des catégories qui seront tantôt machiavéliennes, tantôt machiavéliques. Et des fois, la subtilité, c'est qu'une action est à cheval sur les deux. Pour le débarquement, par exemple, le but, c'était une grosse opération énorme. Si ça plantait, c'était compliqué à mettre sur pied. Ouais. Parce que les Allemands, t'allais pas les avoir deux fois. Ouais. Donc les Allemands, ils attendaient le débarquement dans le nord. Le débarquement, il arrivait par l'ouest. Ouais. C'est ça. Bon, le mur de l'Atlantique, tout ça. Donc, si tu veux, les Allemands avaient bâti des fortifications sur on dit bien, le mur de l'Atlantique. Mais ils attendaient quand même des mecs d'en haut. Pour être sûr que l'information ne bruite pas, je ne sais plus si les Américains ou les Français, là je ne sais plus, mais on a formé deux espions, deux gars experts dans l'enseignement, à qui on a dit que le débarquement, donc il arrivait d'en haut, il ne faut pas que les Allemands sachent. On ne leur a jamais dit qu'il arrivait de l'ouest. Ouais. Et je ne sais pas, encore une fois, américain, anglais, je ne sais pas, mais on s'est plus ou moins arrangé pour que les deux gars se fassent capturer par les Allemands. Oui. Pour qu'ils crachent le morceau. Et qui leur révèle donc, la à la position fin, qui était fausse. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout compris. Ils ne savaient pas que c'était par là. Voilà. Donc, quand on a ça, c'est des monstres et tout. Tu peux pas cautionner ça. Si maintenant toi, c'est bien, t'es un sanguinaire. Ouais. Le problème, et c'est là que ça te dérange, il faut accepter les questions qui te dérangent. La vie, elle est compliquée en fait. Si on veut être honnête, il y a des choix, des sacrifices. C'est difficile de trancher. Mine de rien, c'est pas le seul élément, mais c'est un élément déterminant qui a permis de gagner le débarquement. Ouais. Parce que si les Allemands ils attendaient sur le mur de l'Atlantique, si tous les Allemands étaient là, personne ne passait. La même chose. Parce qu'en sachant qu'ils ne les attendaient pas ici, il y a eu énormément de morts. Ouais. C'était un massacre. Et tu n'avais qu'une seule. Enfin, c'était juste une garde allemande qui était là. C'était pas l'armée allemande. Donc, ce sacrifice, il a permis que ça se fasse au débarquement. Alors, comment on fait? On refait l'histoire, on ne fait pas ce coup tordu. Par contre, la manière des guerres. Là, on est dans le machiavélien, malheureusement. Mais après, moi, je serais tenté de te dire, est-ce que c'était l'unique solution? Tu vois, tu peux toujours, après, contre... ça se tient aussi, tu vois ce que je veux dire? Parce que le résultat, il est là. Mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Je vais te poser une question dérangeante. Vas-y. Et c'est une question qui était posée sous forme... je ne vais pas dire d'un jeu, mais de façon tellement banale qu'on ne se rend pas compte de toute son ampleur. Il y a deux versions. Il y a ce qu'on raconte comme là entre gamins, et puis il y a la question que j'ai entendue de la part d'un scientifique. Il disait voilà, au départ, les gens ils parlaient du temps. Et si on montait en temps, tout ça, c'était du conférence, et puis le mec il disait voilà, le temps, on ne peut pas revenir en arrière, on ne sait pas le temps, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore comme il faut, mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas techniquement on ne peut pas le faire,
c'est que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Parce que si tu remontes en arrière et par exemple moi je tue mon grand-père, moi je suis pas là. Ouais. Voilà, c'était ça au départ, j'étais à la conférence. Et à un moment donné, il y a un qui dit hey, mais si on peut remonter en arrière, bah, tiens, par exemple, on tue Hitler, parce qu'il n'y a pas de guerre mondiale. Ouais. Un peu oui. Enfin, si tu me dis non, il faut laisser vivre, waouh, David. Ouais. Tu vois. Bon. Et pourtant, c'est ce qu'il a répondu scientifique. C'est pas un facho. Ouais. Il a dit normal. Si on peut remonter, réparer ses erreurs et les erreurs de l'histoire, alors vous montez en temps, vous tuez Hitler, puis guerre mondiale. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Et on ne peut pas le savoir. On peut pas savoir. Et ce qu'il disait, quelque chose de pire encore. C'est malheureusement, si tu fais ça, tu peux amener un monde pire que ce qu'il a été. Ouais. Et en fait, il ne faudrait pas, malheureusement, pas le tuer. Ouais. C'est dur, pour ne pas prendre le risque d'avoir quelque chose de pire. C'est ça qu'il faut comprendre. Raisonnement machiavélien. Ouais. Okay. Quand c'est une blague qu'on racontait au collège comme ça, mais qui finalement, en tant que blague, elle a toute une portée psychologique, mais tu dois pas être en gamin, ça. Joue le jeu tout simplement, ça cherche pas pour eux du comment. Ouais. Tu as la possibilité de donner la vie, de permettre la vie à un enfant. Tu sais qu'il ne boira jamais. Il ne sera pas alcoolique, tu sais qu'il sera très intelligent et qu'il va faire des choses dans l'histoire. Ouais. Tu fais quoi? Oui ou non? Bah oui, sauf que je pense savoir c'est ce gamin. Mais oui, bien voilà. sûr. De façon presque logiquement, voilà. Oui. Donc, gamin numéro 1. Ouais. Là, j'ai un enfant numéro 2. Et lui, je peux te dire qu'il va être quelqu'un de pas facile à vivre. Il sera un peu acariâtre. Il va être sourd en plus. Et je crois qu'il va boire. D'accord. Bah toi, tu votes pour le premier gamin. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage. Logique. Voilà. Et donc, la réponse que je donne, c'est tes choix sont un petit peu dommages. Oui. Parce que tu viens le tuer en numéro 2. Alors, le deuxième, j'ai pas trouvé. Le premier, je pense savoir c'est qui. Tu as fait des choix tristes pour l'humanité. Parce qu'en numéro 1, tu as donné vie à Hitler. Voilà. Et en numéro 2, tu as tué Beethoven. Ouais. Pas de chance. C'est pas de chance, c'est dommage. Alors, c'est raconté comme une blague un peu marrante. Mais prends en compte la portée psychologique et philosophique qu'il y a derrière. C'est machiavélique. Machiavélien, pardon. Voilà. Donc, voilà comment moi je peux... Du coup, évidemment, si jamais on avait à me proposer un choix comme ça, j'aurais voulu quand même savoir un peu plus de choses sur la personne. Non, mais tu vois on joue en jeu de façon banale, bateau. Mais c'est vrai que si tu restes... on peut philosopher là-dessus. Ouais. Et c'est complètement du Machiavel. Donc, le bilan, quand tu vois ça, tu dis, Machiavel, c'est compliqué de dire, c'était un ordure, c'était un corrompu. Non. Voilà, son propos... C'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé, mais c'est la réalité de la vie, en fait. Voilà. Et elle est ce qu'elle est, elle n'est pas toujours belle. Non, c'est vrai. Mais voilà, machiavélien, machiavélique, c'est pas la même chose. Et Machiavel est souvent mal compris. Et on fait un adjectif avec son nom et on dit un comportement machiavélique, un pervers narcissique, un tyran sanguinaire, un Machiavel en puissance. Bah non, pas du tout. En fait, pas du tout. Ouais. Le tyran, le corrompu politique, n'a jamais été approuvé par Machiavel. C'est comme quand sur un des podcasts, j'expliquais Darwin. La sélection des espèces, le plus fort l'emporte sur le plus faible, le plus adapté survit, le moins adapté disparaît. Et il y a eu ce qu'on appelle le darwinisme social. Des gens qui ont repris son concept. Mais écoutez, Darwin le dit. Donc c'est la réalité de la vie. Ouais. Moi je suis un tout-puissant richissime, je suis Rockefeller, donc j'ai le droit de vivre. C'est moi le plus fort. Toi t'es un ouvrier, t'es rien. T'es un peu de mouche, t'es inexistant. Mais c'est moi qui ai le droit de vivre sur toi. Donc je t'exploite, c'est normal. Et si t'es pas d'accord, t'as qu'à lire Darwin. Oui, mais il tourne le concept comme lui, il le veut, comme ça l'arrange. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant de présenter ces philosophes qui, on croit qu'on ne les connaît pas. Ouais. Moi, avant, Machiavel, j'entends ce mot-là, je dis, c'est un sacré personnage. Ouais. J'ai lu Le Prince de Machiavel, ah oui, bah non, c'est pas ça. Pas exactement ça. Voilà. Ouais. Et il y a pas mal de philosophes qui méritent d'être présentés. Révisés, en fait. Voilà. C'est super important. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à Machiavel. Il reste 15 minutes, si tu veux, encore. Un exemple que j'avais aussi en tête, par exemple, aujourd'hui, on le voit dans des débats, c'est quelque chose qui est combattu, la maltraitance des animaux. Alors ça, c'est un grand thème. On ne parle pas des animaux domestiques maltraités ou dans le transport, tu sais, les abattoirs. Ouais. Voilà.
mais on va parler d'expérience sur les animaux, d'expérience. C'est difficile, hein. C'est éviscération vivant, c'est mettre des produits pour voir comment ça agit, bon, des trucs, voilà. Quand on fait des shampoings, et ben on teste ça sur des lapins, sur les yeux de lapin. Ouais. Les lapins sont attachés, les yeux sont gardés ouverts, pour voir comment le shampoing attaque les yeux. Ouais. Bon, c'est choquant, on est horrible. Si tu as un peu d'humanisme, tu vois, waouh, c'est cruel. Ouais. Bon. Expérience d'animaux, on a beaucoup fait sur les souris, pour des remèdes. C'est vrai. Beaucoup d'opérations pour le geste. Les souris, c'est pour le médicament, souvent. Ouais. Et pour le geste chirurgical, on travaille beaucoup avec le porc. Ouais. Je sais pas, greffer un rein, enlever un rein. Bon. Bah, mais le porc, c'est sordide pour lui. Quand même. Et le problème, c'est que on soigne les maladies maintenant. Mm-hmm. Donc, là, cette question est à la croisée des chemins entre qu'est-ce qui est machiavélien, qu'est-ce qui est machiavélique. Et malheureusement, maintenant, on entend dire, oui, mais on peut, souvent, de fervents défenseurs de la cause animale, et c'est tout à leur honneur, disent, maintenant, on peut faire autrement. On peut créer des cultures de cellules artificielles pour respirer. Ouais. Et c'est vrai. Donc, si on peut le faire, il faut s'empresser d'arrêter de torturer les animaux. Logique. Le truc, c'est qu'avant que ça se fasse, on a fait sur des animaux, et malheureusement, il y a peut-être des maladies que l'on sait aujourd'hui grâce à ça. Ouais, bien sûr. Et là, ça dérange l'esprit. Il y a un conflit psychologique. On n'aime pas le conflit. Hein. Donc en général, l'humain, il essaie de créer une théorie pour balayer la mauvaise. C'est ça. Voilà. Mais malheureusement, c'est une réalité. Si on peut aujourd'hui dépasser ça, il faut le souhaiter. Bien sûr. Mais avant, on ne pouvait pas. Et par exemple, un exemple, le diabète. Quand on a commencé à pouvoir prélever l'insuline, donc le diabète, t'en mourais avant. Le diabète, ça fait... Encore aujourd'hui, sauf que ça se traite. Mais ça fait 100 ans qu'on soigne le diabète. Ouais. Bon, avant, on prélevait de l'insuline sur le porc. Ouais. De son pancréas pour te faire tes piqûres. Bon, le porc qui était sujet à être... c'est une traite, hein, comme on va traiter les vaches, traire les vaches, pardon, ben on va, entre guillemets, si on traite le porc, on traite son pancréas, quoi. Ouais. Ben, le porc, il vit pas épanoui, hein. C'est pas il gambade dans la nature, tout ça, si on te caresse, un petit truc à manger, allez, on va t'anesthésier, on va te prendre une piqûre. Non, c'est juste une source de médicaments. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'on a soigné des diabétiques avec ça. Donc, il faut mettre en avant, il faut deux choses. Il faut être capable de dénoncer ce qui est cruel, et le plus dur, être capable de dire, mais jusqu'à quel degré on peut l'éviter. Et là, en général, on est très dérangé, soi-même, même moi. Moi, j'ai été opéré l'appendicite, j'ai une opération des pieds, j'ai eu 2-3 opérations encore autres du corps. Certainement qu'elles ont pu se faire parce qu'à un moment donné, les mecs ont expérimenté. Ouais. Et dans le passé, la médecine, enfin l'histoire de la médecine, la première greffe, ça c'est spectaculaire, la toute première greffe de peau, elle a, je crois que c'est pas loin de 300 ou 400 ans. Ah, quand même. C'est quelqu'un qui, dans une bagarre, a eu le nez complètement... l'autre, il a dû manger le nez, je sais pas, enfin c'était une bagarre de rue animale. L'autre, il avait la moitié du nez qui était arraché. Et donc, il a fallu recréer la peau pour que ça fasse un semblant de quelque chose. Quand même. Ouais. La première greffe, donc je ne sais plus le nom du médecin, mais le gars qui a opéré, donc ce patient-là, il est resté, alors je ne sais plus le chiffre, mais plusieurs semaines. Alors les auditeurs ne voient pas parce que c'est pas filmé, mais imaginez quelqu'un à qui on met une camisole de force, et avec le bras, le biceps collé à son nez. Donc la main qui est levée comme ça, et le nez sur le biceps. Plusieurs semaines comme ça, le gars. Quand même. Et en fait, il a pris un morceau de peau du bras, il a... pour que ça repousse. Un peu comme tu fais une bouture, mais non, une bouture, encore, tu prends un morceau de plante et tu le reprends ailleurs. En botanique, le marcottage, il y a une plante, dans un pot de fleurs par exemple, tu mets un pot de fleurs à côté, et tu couches une branche dans la terre du pot de fleurs, tu mets une espèce d'attache en métal pour que ça tienne, jusqu'à ce que ça fasse une nouvelle plante en pot de fleurs. Et après tu peux couper. Une fusion. Le mec était, donc je dis, une camisole de force qui te tient la main levée en l'air et le biceps collé au nez. Pendant des semaines. Le plus dur, donc la greffe a marché. Le plus dur,
disait le médecin, de tout confondu. Hein. La recherche pour voir comment ça allait marcher, tu sais, tu fais des expériences biologiques, hein, tu étudies les phénomènes. Hein. Et après, le geste chirurgical, créer la camélisation sur mesure. Le plus dur, ça a été de gérer le patient psychologiquement. Et je veux bien le croire. Ah voilà. Bah oui, je veux bien, ouais. Donc, pour montrer comment ça démarre. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de maltraitance animale. Ouais. Là, on est sur un patient, mais pour arriver à ça, il y a de la souffrance, tu passes, voilà. Et voilà. Et le problème, c'est que quand on dit que les guerres font avancer le monde, j'aime pas cette idée. Mais elle contient du vrai, malheureusement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut se retrancher derrière et dire ça a fonctionné comme ça. Exactement. Donc, peut-être ce sera toujours comme ça. Et pas, non. Quand je parlais de Nietzsche et la morale, jusqu'à maintenant, jusqu'à peu le contraire, ça a été réel. On a le droit de penser que le monde va changer. Et donc, on dépassera la morale de Nietzsche. On a le droit. Mais jusqu'à présent, ça a marché. Ça ne signifie pas. Ça sera forcément toujours comme ça dans le futur. C'est ça. Les trucs bloqués dans le temps, c'est parfois des pièges. Voilà. Je crois que ça bougera jamais. Et en fait, donc on a le droit de penser que Machiavel et son concept de la politique, qui a fonctionné, enfin, qui était tout à fait collé à la réalité, et qui maintenant l'est encore complètement, à mon goût en tout cas, je le vois comme ça, peut-être que plus tard on pourra sortir de ça. Ouais. On a le droit d'espérer. En fait, ce qu'il faut, c'est tendre. Voilà. Essayer de faire ça, parce que si comme tu venais de le dire, pareil, ouais, de toute façon ça ne changera pas, c'est comme ça marche, c'est comme ça, c'est ok. Non, si jamais tu peux avoir quelque chose de mieux et te dépasser, c'est là qu'il faut le chercher. Je veux dire, quand on est né, la première chose qu'on a fait, c'était crier et pleurer. Tu es obligé de passer par la souffrance. La réalité, ça s'appelle la réalité, tu es obligé. Bon, il y a des choses, tu es obligé de souffrir, tu es obligé d'en passer par un certain niveau. Je te parlais tout à l'heure, des fois, tu es obligé de te tromper pour arriver à un certain... Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas reproduire à chaque fois la même erreur. Et ne pas être complaisant. Quand on dit voilà. Quand on dit on fait pas de lait sans casser les œufs, c'est un dicton populaire, c'est machiavélien. Mais il y en a, ils se cachent derrière. Mais voilà. Mais l'idée, elle est machiavélienne. Pas machiavélique, encore une fois, machiavélienne. Maintenant, on a le droit de ne pas se retrancher derrière et de se complaire avec ça. Voilà, tu vois, ça marche, c'est très bien, ok, je continue. Non, si tu peux dépasser ça et faire le moins de casse possible, il faut essayer de tout faire pour le faire. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais en dire par rapport à son œuvre majeure, maîtresse. Hein, c'est ce qu'on retient, c'est le Prince de Machiavel. Donc voilà, il y a des gens qui vont peut-être essayer de le lire pour voir, et on peut aussi lire des abrégés, peut-être des articles pour... tout le monde n'est pas fan de la grosse lecture. Encore le Prince, c'est pas le plus gros livre, hein. Mais tout le monde n'est pas fan de ça. Petite synthèse, des petits trucs comme ça, voilà. C'est bien, c'est sympa. Donc nous, on se propose pour ambition, donc pour un par un mois, d'essayer de faire comprendre Machiavel. Je sais pas, le podcast, il doit peut-être durer une heure. Une petite heure. Bon, en une heure, je pense présenter les points clés de sa théorie. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément fans de lecture ou qui n'ont pas non plus le temps à y consacrer, c'est vrai que ça peut être un moyen de voir les grandes lignes. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y en a qui n'ont pas le temps de lire, il y en a qui ne sont pas fans de lire, il y en a qui il y a des choses qu'elles ignoraient complètement, des personnes elles ignorent les choses. Mais là au moins nous on essaie des fois et on ignore des choses nous aussi, mais là pour le coup on se documente sur certaines choses et on peut peut-être apprendre quelque chose à quelqu'un et ça peut lui dire ah ok ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus, ou se dire ah ok d'accord j'ai appris ça. On fait un peu les podcasts pour ça aussi. Moi si distribuer un peu de savoir que nous-mêmes on a appris de. Moi, si demain je relis Machiavel, je vais voir d'autres choses. Donc moi, en présentant, je reste un peu imparfait. Et c'est aussi mon interprétation. Mais je pense que voilà, elle est quand même, dans les grandes lignes, elle est assez calquée à sa théorie de Machiavel. Ouais. Et à la fin, pour résumer, c'était, comme je voudrais dire que il y a des choses, malheureusement, la réalité, elle est ce qu'elle est. Il y a parfois de la casse. Parfois c'est dur, parfois c'est... Voilà, mais comme je l'ai dit, essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et surtout, des fois, comme je disais, des fois tu as d'autres solutions. Et c'est vrai que des fois, la solution la plus facile et efficace, tu tends directement vers celle-là. Au prix de quoi, des fois, ça fait cher payer. Je parlais tout à l'heure du Japon, Fukushima. Voilà, tu te dis, il y en a qui, c'est des familles entières qui sont parties. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre des centrales et d'être après le deuxième pays, c'est le deuxième pays pour l'époque, hein, ça ne l'est plus, mais le deuxième pays pendant de nombreuses années au niveau mondial, être une puissance, est-ce que ça vaut le coup de tuer des gens pour ça ? Moi,
Moi, franchement, j'hésite. J'hésite franchement, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je disais, des fois, tu as envie de trancher un peu. Tu sais que la solution, elle est rapide, elle est efficace, elle va marcher, c'est sûr. Au prix de quoi, tu vois. Voilà, tu vois. Et ça s'applique à tous les niveaux. Donc, bon, Machiavel, c'est au niveau d'un pays, mais tu peux prendre l'exemple d'une entreprise, ça marche pareil. Tu peux prendre au sein d'une famille un peu traditionnelle avec le père qui est un peu le patriarche. Tu sais, la prise de décision, qu'est-ce qu'elle implique. L'éducation des enfants. Éduquer un enfant, c'est très machiavélien. Quand tu éduques un enfant, tu dis jamais la vérité. Tu peux pas dire que la vérité. Voilà. C'est pas que tu es mensonger, c'est que tu as des subterfuges. Je sais pas, quand un tout petit il fait des bêtises, des passages, on approche de Noël, tu fais attention parce que Papa Noël il me téléphone pour savoir si tu es sage, et puis il me demande si tu as bien fait tes devoirs. Tu passes par ça. C'est machiavélien aussi. Pas machiavélique. Mais voilà, mais ça. Machiavélique, c'est t'as fait une bêtise, je te mets des coups de martinet. Je prétends t'éduquer par la peur parce que tu as renversé une tasse ou tu as joué avec le coup de martinet. Voilà, et c'est justifié parce que tu as fait tomber ta tasse, je sais pas quoi. Donc Machiavel n'a jamais prôné ce genre de politique. Voilà, j'espère que le message est là. C'est clair au moins, voilà. Et il y en a, si jamais vous ne connaissiez pas Machiavel, ou si vous l'avez eu que pour... Nicolas Machiavel, c'était le philosophe. Il y a 500 ans à peu près. Et que si vous avez que cette vision de lui qui est connue, archi connue, c'est bien si jamais vous avez appris quelque chose avec nous aujourd'hui. Voilà. À la prochaine fois pour un nouveau podcast.